Bien, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. Merci de bien vouloir prendre place et je demande à notre directeur général de procéder à l'appel. Commune d'Asnay, M. Garderin David. Opter, M. Bossier Jean-Marie. Barberès-Saint-Sulpice, M. Pinois Alain. Les Bordeaux-Mont, M. Bachmann Jean-Marie. Bouilly, Mme Minoreille Francine. Borenton, M. Voluère Michel. Bréviand, M. Lescaut Thierry. Busserneuil, M. De Rousseau Pascal. Buchère, M. Guindal Philippe. La Chapelle-Saint-Luc, Mme Poels Cécile, M. Gérardin Olivier, Mme Himmer Aïcha, M. Richard Vincent, M. Champagne Bernard, Mme Bétanger Sylviane, M. Greenberger Daniel, Claire, sont excusés, Clairet, M. Lécorchier Jean-Pierre, Cormeau, M. Gorier Claude, Courterange, M. Gérard Fabien, Crénet-Prétois, M. Reguin-Jacqui, Crédentine, M. Dominique Blanchard, Guéret Saint-Pierre, M. Marcel Gatouillat, Présent. Estissac, Mme Annie Duchesne, Fay-la-Chapelle, M. Gilles Renoir, Présent. Feu, Mme Sonia Méret, Fontvannes, M. Didier Leprince, Fresno-le-Château, M. André Butor, Ilomont, M. Jean-François Rezaski, Javernon, M. Jean-Jacques Montagne, Jeudi, M. Marc Girard, Nénobois, Mme Anne-Sophie Gauthier, Dobrecel, M. Régis Tignot, Lavaux, M. Jacques Gachowski, Présent. Miret, M. David Frappin, Longis-sur-Meuse, M. Anicet Champagne, Lusigny-sur-Barth, M. Christian Branle, Masset, M. Dominique Fleuret, Machy, Mme Pauline Rousseau, Les Mauport, M. Jérémy Lebec, Merger, Mme Marilus Plury, Ménil Saint-Pierre, M. Pascal Henry, Présent. Messon, M. Jean-Christophe Courtois, Montolin, M. Rémy Marty, Montsolet-Vaude, M. Alain Van Rostine, Mongueux, Mme Marie-Thérèse Leroy, Montier-Ramay, M. Boris Driat, Montreuil-sur-Barth, M. Philippe Sauvage, Montsuzan, M. Guiguelet, Mousset, M. Bruno Farine, Présent. les Naux-Prestrois, M. Jean-Pierre Abel, excusé de devoir, M. Christian Blasson, Pavillon Sainte-Julie, Mme Marie-Ange Chalvet, Parme, M. Michel Sainton, Pont-Sainte-Marie, M. Pascal Andrea, Mme Marie Crafto-Paillard, Pruny, M. Emmanuel Choisela, la Rivière-de-Corps, M. Christophe Chaumont, Oro du Retard, la Rivière-de-Corps, Roncenay, M. Patrick Finot, Rosière-Prétois, M. Yvraine, Mme Marlène Gourier, Rouilly-Saint-Loup, M. Jean-Marie Castex, Présent. Ruvigny, M. Daniel Pochu, Saint-André-les-Vergers, Mme Catherine Ledouble, Mme Sylvie Quintard, M. Pascal Goujard, Mme Véronique Noncio-Grados, M. Jean-Pierre Cornevin, Mme Connie Lanou, M. Jean-Luc Dragon, Saint-Benoît-sur-Seine, M. Jean-François Méret, Saint-Germain, M. Massy Lussac, Saint-Jean-de-Bonneval, M. Jean-Michel Cochet, Saint-Julien, Les-Villas, M. Jean-Michel Viard, Mme Gervaise Jouot, M. Patrick Grosjean, Présent. Saint-Léger-Prétois, M. Christian Blasson, Saint-Lié, M. Nicolas Ménétrier, Saint-Port-au-Terre, M. Jacques Hirzi, Saint-Porge, M. Olivier Duquesnoy, Saint-Thibault, Mme Marie-France Joliot, Sainte-Maure, M. Denis Potier, Présent. Sainte-Savine, M. Arnaud Magloire, Mme Patricia Olkin, excusez de voir M. Virgilenquin, M. Virgilenquin, Mme Gultequin, Présente. M. Alain Moser, M. Somval, M. André Billet, Souligny, Mme Michel Mallarmé, Présente. de Delière, M. Bernard Roublet, Torbinet, M. Bruno Gontelet, excusez de voir M. Bertrand Chevalier, Commune de Troyes, M. le ministre François Barmin, Mme la députée Valérie Bazin-Malgras, M. Marc Sébéran, Mme Isabelle Elliot-Couronne, M. Marc Bray, excusez de pouvoir, Mme Isabelle Elliot-Couronne, Mme Stéphanie Frankel,
Monsieur Valérie Denis, au rang du retard, Madame Christine Thomas, Monsieur Bruno Baudou, Madame Marie Lecor, Monsieur Frédéric Serra, Madame Fabienne Lemay, Monsieur Fadi Dadou, Madame Brigitte Limberger, Monsieur Dominique Boisseau, Madame Elisabeth Gariglio, Monsieur Nicolas Honoré, Madame Virginie Guillaumet, Monsieur Hervé Sommeau, excusez de ne pouvoir, Madame Virginie Guillaumet, Monsieur Dominique Dehar, Monsieur Francis Becker, excusez de ne pouvoir, Monsieur François Barouin, Madame Françoise Portier-Guénin, Monsieur José Goncalves, Monsieur François Mandelli, Madame Caroline Lemelan, Monsieur Bertrand Chevalier, Madame Rachida Boudali, Madame Karim Ouada, Madame Gaëlle Café, Madame Ombeline Loquien, Madame Anna Jazac, Monsieur David Blanchon, Madame Katia Daroucha, Monsieur Jordan Guiton, Madame Laetitia Bury, Monsieur William Andel, pour la commune de Vailly, commune de Vauchassis, Monsieur Bruno Martineau, Vendu-Mignot, Madame Nicole Rousselot, présente, Verrières, Madame Mélanie Baguetin, Villacerf, Monsieur Kevin Poivez, Villechétif, Monsieur Christophe Imbert, excusé de ne pouvoir, Monsieur Denis Potier, Villeloup, Monsieur Éric Simon, excusé, Villemereuil, Monsieur Gérard de Villemereuil, Villery, Monsieur Bruno Ouard, Villy-le-Bois, Madame Sophie Richard, et Villers-le-Maréchal, Madame Christine Petit. Merci. Excusez-moi, j'aurais juste une rectification. Boris Dria est absent. Il m'a donné pouvoir. Il avait vu ça avec Anne Lecor, normalement. C'est noté. C'est noté. C'est bien enregistré. Merci beaucoup. Il nous appartient de désigner un ou une secrétaire de séance. Je vous propose Omblin Lequien. Y a-t-il des objections? Des abstentions? C'est adopté. Je l'appelle à nous rejoindre. Nos travaux du 8 octobre. Y a-t-il, vous avez été destinataire du procès verbal, y a-t-il des demandes de modification, des observations? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Rapport numéro 1, il s'agit du rapport égalité homme-femme. Ça n'appelle pas de vote. Et c'est Karima Ouada qui présente ce rapport. Merci, monsieur. Nous avons un diaporama, normalement. C'est possible de le diffuser. Merci. Donc, en application de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Le rapport est constitué de 2 parties. La première, présentant une analyse de la situation des agents au sein de l'administration de 3 Champagne Métropole au 31 décembre 2019, à la différence du ROP qui s'arrête au 31 décembre 2020. Une deuxième partie présentant des actions de politique publique mises en œuvre sur le territoire pour favoriser l'égalité professionnelle. L'effectif de la collectivité compte 352 agents, dont 186 femmes et 166 hommes, avec un âge moyen de 43,4 ans pour les femmes et 45,6 ans pour les hommes. La présence des femmes à des postes d'encadrement supérieur et de direction dans l'organigramme de 3 Champagne Métropole, soit 62,5%, est supérieure à celle de la moyenne nationale de la fonction publique territoriale, soit 32,6%. La rémunération mensuelle nette versée aux agents de 3 Champagne Métropole laisse apparaître un écart de moins 8,75% en faveur des hommes, soit 194 €. Cet écart est en baisse par rapport à 2018 de 1,34 points et est proche de l'écart moyen de la FPT qui atteint 189 €. Les écarts demeurants s'expliquent par, premier point, les variables de paye, heures supplémentaires et astreintes majoritairement réalisées en filière technique et composées à 87% d'hommes, les variations d'âge et ancienneté moyenne dans le poste, ou l'architecture nationale des carrières qui ne permet pas toujours une égalité des évolutions de carrière dans certaines filières, par exemple les auxiliaires de périculture. La politique de formation de 3 Champagne Métropole offre l'accès égal aux formations des agents. Donc 86,56% des femmes et 71,69% des hommes ont bénéficié d'au moins une formation en 2019.
Enfin, la loi sur la transformation de la fonction publique annonce un renforcement de l'égalité professionnelle à travers l'obligation d'un plan d'action pluriannuel. Ce document sera soumis au comité technique courant 2021. Selon l'INSEE, le département de l'Aube compte la part la plus forte du Grand Est d'enfants vivants avec un seul de ses parents, 34% contre 27% à l'échelle régionale. Cependant, la part d'enfants en résidence alternée est une des plus faibles de la région, 8% contre 10%. La part des femmes de l'intercommunalité âgées de plus de 15 ans ayant un bac+2 et plus est inférieure à celle de la France métropolitaine, respectivement 25,7% contre 31%. En ce qui concerne le bas niveau de formation des femmes, 38%, il est plus élevé qu'à l'échelon de la France métropolitaine, qui est de 30,8%. Je termine à l'échelon de la France métropolitaine. Le taux d'activité des femmes actives âgées de 25 à 54 ans est de 87,6%. Pour info, les hommes, 93,9%. Voilà, je pense que j'ai été un petit peu rapide. Vous avez eu tous les documents en ce qui concerne ce point. Donc, c'est pour éviter d'être longuette. Merci. Merci beaucoup, Karima. Non, vous avez été très précise dans l'exposé des points saillants du rapport. Ça n'appelle pas de vote, je l'ai dit. Y a-t-il des questions? Madame Zajac. Merci, Monsieur le Président. C'est quelques points de réflexion. Donc, ce Conseil communautaire se tient à quelques semaines de la Journée internationale pour les droits des femmes. L'ONU Femmes annonce que le thème de la Journée internationale, qui se tiendra le 8 mars, sera pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Ce thème célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie donc du Covid-19. Il s'aligne également sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme, participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles, et que soit accordé aux femmes le droit de participer au processus décisionnel dans tous les domaines de la vie, qui réclament l'égalité salariale et le partage équitable des tâches familiales et domestiques non rémunérées, et qui appelle à l'élimination de toutes les formes de violence infligées aux femmes et aux filles et à établir des services de santé adaptés à leurs besoins. Donc, par rapport aux chiffres qui nous ont été donnés et qui ne sont pas tout à fait nouveaux, je constate effectivement qu'en termes de salaire, on s'approche de l'égalité, il y a encore un petit peu à faire. Sur d'autres points, en ce qui concerne les élus communautaires, j'ai compté 2 femmes sur 15 pour les vice-présidents, 3 sur 18 pour les conseillers délégués, 45 sur 181 au conseil communautaire et 10 femmes maires sur 81. Alors bien évidemment, le conseil communautaire ne peut être tenu pour responsable de cette situation, mais je pense que de nombreux efforts restent à faire pour une participation pleine et effective de ces femmes à la prise de décision dans la sphère publique. La Covid et le confinement, les fermetures des écoles ont épuisé particulièrement les femmes au travail comme à la maison. Et on l'a vu, on a un fort pourcentage de familles monoparentales, dont des femmes. Appauvries, précarisées, elles sont encore plus vulnérables face aux violences. Pourtant, le confinement a révélé au grand jour le rôle primordial des femmes premières de corvée dans les secteurs les plus indispensables de la société, et on le voit sur le territoire de TCM. Il est fait référence dans ce rapport également à la loi de la transformation de la fonction publique qui a été adoptée le 6 août 2019, une opération de grande ampleur de démantèlement de la fonction publique, État et territoriale. Cette loi favorise une précarité accrue par un recours étendu aux futurs contrats de projet qui concerneront demain l'ensemble des catégories de la fonction publique, et je pense là encore principalement les femmes. Il s'agira de fonctionnaires de seconde zone, une ouverture importante à l'emploi de contractuels
pour un service de seconde zone qui justifiera la privatisation de pans entiers du service public. C'est grave, mais encore une fois, la loi est votée, les agents et les collectivités vont subir ces politiques qui organisent le dépérissement de la fonction publique et la captation de l'appareil d'État par les intérêts privés en détournant de l'intérêt général des finalités de l'action publique. Et dans toutes ces actions publiques, n'oublions pas les femmes et des mesures particulières pour garantir et leur liberté et le fait qu'elles s'occupent beaucoup des enfants. Merci. Merci beaucoup. D'autres interventions? Oui, madame. Oui, je vous remercie. Cécile Powell pour la chapelle Saint-Luc. Je souhaitais simplement ajouter aux propos de Madame Zajac, que j'approuve et qui m'intéresse fortement, et qui devrait d'ailleurs tous nous intéresser, que je trouve très bien que ce rapport soit en ouverture de séance. C'est un point important qui doit attirer l'attention de tous les élus, et que ces orientations et que ces politiques ou ces lois n'ont de sens que si elles s'accompagnent d'un travail d'éducation et de prévention auprès des jeunes. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Karima, est-ce que vous souhaitez répondre? Non, je savais que Anna allait réagir sur ce rapport par rapport à... Mais c'est une sensibilité que TCM a. On fait en sorte d'améliorer et on essaiera de trouver justement des pistes d'orientation. Et bien sûr, tout est bienvenu, que ce soit Madame Powell ou d'autres personnes pour en échanger. Merci. Merci beaucoup. Et évidemment, j'approuve les interventions de Madame Zajac, qui a de nombreuses reprises à la ville, comme d'ailleurs dans le débat public, pris des positions très pertinentes, très justes, et qui font partie de ce qu'il faut écrire dans les meilleurs délais et chaque année un peu plus. Voilà. Après, la photographie du conseil communautaire, vous avez raison de le dire, mais c'est la photographie, au fond, du scrutin issu des municipales, et ça montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour tout le monde. Arnaud Magloire, pour le rapport sur le développement durable. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous avez été toutes et tous destinataires en fait, du rapport en version dématérialisée. Pour rappel, la préparation et la présentation d'un rapport annuel sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable est obligatoire pour les EPCI de plus de 50 000 habitants. L'objectif de ce rapport est d'analyser l'action de la collectivité en interne comme sur les politiques publiques menées sur le territoire au regard des finalités définies nationalement. Pour rappel, ces différentes finalités et objectifs sont la lutte contre le changement climatique, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources, l'épanouissement de tous les êtres humains, les modes de production et de consommation responsables. Le travail engagé en 2019 a été poursuivi avec l'identification d'un nombre précis et limité d'indicateurs et d'actions pour en faciliter le suivi et l'évaluation. Aussi, la version 2020 est le fruit d'un travail de refonte de la mise en page du document, comme vous aurez pu le constater, avec bien évidemment une année 2020 qui a été marquée par un contexte sanitaire qui fait que, aussi, à l'appréciation des différents indicateurs, on pourra se baser que sur l'année 2019 qui était l'année de démarrage. Merci. Merci beaucoup Arnaud. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je le vois pas. Ah, Monsieur Corneva, et vous étiez en face en plus. Merci, Pardon. Monsieur le Président. Au sujet de ce plan climat qui est la traduction dans la loi et donc dans les politiques publiques d'une prise de conscience politique, certes tardive, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel et que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. Et un certain nombre d'autres considérations rappelées dans la Charte de l'environnement de 2005 et en préambule de ce rapport, qui est devenu une obligation pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, comme la nôtre depuis 2011. Ce rapport reprend de grands principes auxquels on ne peut que souscrire. 3 Champagne Métropole se part même de la bannière des Nations Unies et inscrit son action dans la lignée du projet des Nations Unies en souscrivant à ces objectifs de développement durable
qui sont une première dans l'histoire de l'humanité, nous dit le rapport, un pacte mondial pour créer un avenir où personne n'est laissé de côté. Lorsqu'on a de tels objectifs, et concrètement 11 quartiers classés en quartiers populaires de la ville sur son territoire, qui représentent plus d'un quart de la population, on se dit qu'il y a de quoi faire pour que personne ne soit laissé de côté. Ce que je veux dire par là, c'est que ce rapport est plein de bonnes intentions, mais que depuis la loi relative à la transition énergétique de 2015, 3 Champagne Métropole a mis en œuvre un premier plan climat de 2013 à 2018 avec un certain nombre d'avancées, mais sans mesures marquantes sur notre politique de transport ou de préservation de la biodiversité. J'observe également, par exemple, que les émissions de gaz à effet de serre, dont une bonne partie sont liées au transport, continuent de progresser, qu'il n'y a que 44 km de pistes cyclables sécurisées, qu'il n'y a que 4 maraîchers bio sur 3 Champagne Métropole, que l'artificialisation des sols progresse et qu'il n'y a pas de progrès significatif dans le tri des déchets. Voilà quelques commentaires que m'inspirait ce rapport et qui me laissent à penser qu'il nous faut, je pense, pour être à la hauteur des enjeux, passer à la vitesse supérieure. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président, de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions? Arnaud, vous voulez répondre à ces positions qu'on va dire qualifiées pudiquement d'un peu excessives? Non, alors après, sur un certain nombre d'indicateurs, là aussi, il faut des fois mettre en perspective au regard des étalons qui ont été pris en compte et puis aussi au regard de du référentiel. Après, sur l'émission de gaz à effet de serre, il y a un certain nombre de choses qui ont pu rentrer en ligne de compte. Pour autant, il est important, même si c'est un rapport qui permet de poser des constats, et à partir de là, j'en conviens, c'est quel objectif, quelle finalité et qu'est-ce qu'on se donne collectivement comme trajectoire. Et donc ça sera aussi peut-être dans les discussions autour du projet de territoire qu'on pourra aborder ces thématiques collectivement. Mais on est bien évidemment toutes et tous conscients qu'on est désormais dans une urgence et il nous faut agir et que les 17 ODD sont relativement, doivent guider notre ligne politique. Et donc il y aura bien évidemment des choses à faire et on compte sur vous pour participer à ces travaux. Merci beaucoup. Pas d'autres interventions, ça n'appelle pas de vote. Alors, le débat est le rapport d'orientation budgétaire préalable à nos discussions budgétaires dans quelques semaines. Jacques Iraguen. Oui, merci Monsieur le Président. Avant de vous présenter les orientations budgétaires pour 2021, on va faire un petit retour sur la situation financière du budget principal à fin 2020, qui, vous allez voir, s'est déjà dégradé par rapport à 2019. En effet, notre capacité d'autofinancement s'est établie à 1 943 000 en 2020, soit une baisse de 2 762 000 par rapport à 2019. Alors, ça s'explique par des charges nouvelles. D'abord, l'incidence de l'augmentation de la dette contractée en 2019, 14 millions, ce qui représente une annuité supplémentaire de 1 250 000. Des frais de personnel en augmentation de 234 000 et par une réduction de recettes, 169 000 euros de DGF en moins, une année de plus. À cela s'ajoutent les effets de la crise sanitaire qui pèsent pour 1 109 000 euros, 1 234 000 de dépenses pour les protections, campagne de dépistage, 992 000 de versements mobilité en moins. Alors, ces dépenses ont été compensées en partie seulement par 313 000 euros de réduction d'activité, principalement pour le transport public, 302 000 euros d'augmentation du FPIC et 502 000 euros de rôle et compensation d'exonération fiscale. Pour les perspectives 2021 du budget principal, en matière de recettes de fonctionnement, nous subirons encore les effets de la crise sanitaire et notamment à cause du ralentissement des activités économiques. Nous tablons sur une baisse de la fiscalité professionnelle de 1,3 million pour la CFE, CVAE et les défaillances des entreprises. Nous devons nous attendre à une baisse de la taxe mobilité à hauteur de 343 000 et de 173 000 euros pour la taxe de séjour. Quelques évolutions institutionnelles auront également un impact.
La suppression de la taxe d'habitation nous sera certes compensée, mais le produit garanti sera peu dynamique. La revalorisation des bases d'imposition ne sera que de plus 0,2%. Et on vous rappelle que notre taux de taxe foncière communautaire est extrêmement faible puisqu'il est inférieur à 1%. Une année encore, cette année, la DGF va encore baisser de 175 000 €, on a les chiffres précis. Et pour les produits de gestion, d'exploitation et nos participations extérieures, nous avons repris ceux de 2020. Concernant les charges de fonctionnement, encore là, les effets de la crise, 150 000 € pour les protections, centres de vaccination et dépistage. L'incidence de la fermeture de la patinoire et du parc des expos va nous coûter 700 000 €. Pour les dépenses obligatoires, énergie, nettoyage, etc., nous tablons sur une hausse de 350 000 € et 800 000 € en plus pour nos cotisations, contributions à la TCAT, SDIS, départ, office de tourisme, etc. Et il faut compter aussi en plus 465 000 de charges de personnel. J'en profite pour vous donner quelques informations sur le volet personnel de TCM, tout budget confondu. Le nombre de postes inscrits budgétairement au tableau des effectifs est de 395 postes. Actuellement, 363 sont pourvus. L'objectif pour la durée du mandat est de ne pas dépasser cet effectif, bien sûr, hors éventuelles nouvelles compétences ou nouveaux services, comme par exemple l'ouverture de la maison France Service à Lusigny. Cette gestion prévisionnelle rigoureuse et suivie des effectifs résulte d'une optimisation des ressources qui est rendue possible par la mutualisation des services et une unité de reclassement également mutualisée. L'évolution de la masse salariale estimée s'explique par l'effet glissement vieillesse-technicité, l'effet de report des postes aujourd'hui vacants qui ont vocation à être pourvus en 2021, les besoins en personnel supplémentaire, je vous ai parlé pour la maison de service à Lusigny, et les réformes statutaires et catégorielles. Je reviens maintenant sur les prévisions budgétaires. Une charge nouvelle, 400 000 €, est à prévoir pour l'entretien du réseau d'eau pluviale. C'est une nouvelle compétence obligatoire depuis 2020. Un focus maintenant sur l'évolution de la dette. L'encours au 1er janvier 2021 pourrait s'établir à 59 millions, soit une augmentation de 3 480 000 par rapport à 2020 et avec un programme de 8,8 millions d'investissement. La charge de l'annuité serait de 6,8 millions, dont 5,9 millions de capital, avec un taux moyen de 1,41%, dont 70% en taux fixe. Vous avez sous vos yeux un tableau comparatif de la dette entre 2020 et 2021, avec un encours total budget principal plus budget annexe à 105 millions, soit une évolution à la hausse de 2,8 millions et des taux encore extrêmement bas. Que constate-t-on si nous ne rectifions pas le tir? On constate une nouvelle dégradation de notre capacité d'autofinancement, moins 3,5 millions, ce qui débouche sur un autofinancement négatif et une capacité de désendettement bien supérieure à 10 ans, 16 ans pour tout vous dire. Il nous faut donc impérativement corriger cette situation et au plus vite. Notre objectif pour 2021, c'est de retrouver une capacité d'autofinancement de 1,5 million, maîtriser l'endettement et retrouver une capacité de désendettement inférieure à 10 ans. Alors comment? Par un ensemble d'actions et envisager dès maintenant un plan de sauvegarde avec des actions, des mesures correctives comme majorer nos recettes de fonctionnement, optimiser des produits d'exploitation, venir à l'équilibre des services communs, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, rechercher de nouvelles subventions par la réduction des charges de gestion, en évaluant, redéfinissant et optimisant les besoins des services, en optimisant les charges de personnel, en mutualisant encore un peu plus et en limitant les recrutements. Il nous faut aussi maîtriser les subventions et participations en évaluant et optimisant des partenariats financiers, réduction de nos engagements 2021 et pour atteindre notre objectif, il nous faut les réduire de l'ordre de 20%. Et par des choix aussi stratégiques qui passent par la définition des priorités, de programmation pluriannuelle et optimisation des financements. En matière d'investissement, l'enjeu est important. Nous devons être présents au rendez-vous de la relance économique pour soutenir l'emploi,
avoir les moyens de mettre en œuvre notre projet de territoire et plan d'action communautaire que nous allons élaborer ensemble. Et nos priorités pour 2021 pourraient être les coûts partis avec engagement formalisé et plan de financement optimisé, et celles dont l'intérêt communautaire a été évalué et validé. Mais cela ne pourra se faire que si nous retrouvons une capacité d'autofinancement positive de l'ordre d'1,5 million. Concrètement, nous vous proposons d'inscrire pour 2021 alors les opérations lancées ou engagées en investissement direct de 5,4 millions. C'est des ouvrages de voirie, les reconstructions de ponts, pour les mobilités, pistes cyclables, accessibilité et transport, les réseaux d'eau pluviale, la nouvelle compétence, je vous ai dit, la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire, et nous pourrions faire la première phase de cette maison de santé. Ensuite, on vous propose 10,8 millions d'investissements pour l'électrification de la ligne ferroviaire numéro 4, pour les projets communaux structurants, c'est les fonds de concours, les partenariats département et enseignement supérieur, c'est pour le STP et l'EPF, le nouveau centre de secours de l'agglomération du SDIS, pour la rénovation urbaine, c'est le projet en rue, et pour le fonds régional résistance, dont un solde nous reste à verser. Passons au budget annexe. Certains budgets annexes sont financés par une subvention d'équilibre. Là encore, et j'en ai parlé précédemment, nous ressentons les effets de la crise sanitaire, notamment par la fermeture temporaire de la patinoire et du parc des expos. Cela nous conduit à majorer les subventions d'équilibre de respectivement 300 et 400 000 euros. Pour les trois autres, que sont le Stade de l'Aube, le bâtiment de l'École supérieure de commerce et l'hôtel d'entreprise, nous tablons sur une stabilité par une optimisation des charges et produits d'exploitation. D'autres budgets annexes s'équilibrent par une recette fiscale. Il s'agit du budget de la GEMAPI. Nous n'avons pas prévu d'augmentation du produit de la taxe en 2021. Pour celui de l'élimination des déchets, là non plus, pas d'augmentation des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, malgré un coût supplémentaire de 850 000 euros qui s'explique par la hausse de la TGAP, plus la baisse du produit annuel des ventes matériaux recyclables, je crois que c'est 400 000 euros. Alors ces coûts supplémentaires sont compensés par la baisse de la TVA sur les prestations de collecte, la révision annuelle et augmentation physique des bases, et l'affectation partielle de l'excédent de clôture de l'exercice 2020. Le budget à l'assainissement, l'augmentation de la redevance de 0,11 hors taxe par mètre cube décidé en conseil communautaire de décembre va compenser la suppression progressive de la prime pour épuration versée par l'agence de l'eau. Pour le réseau de chauffage urbain, stabilité des tarifs de vente de chaleur, donc pas de changement. Malgré tout, nous étudions parallèlement la gestion en régie. Pour l'allocation de moyens de mobilité, c'est un service en cours de structuration et de développement, et la priorité est donnée au développement du vélo en location, libre-service et remisage. Pour le budget camping, c'est un équipement fermé. Le début de la réhabilitation est prévu en 2021. On vous le rappelle. Ensuite, vous avez un focus sur l'évolution de la dette des budgets annexes, avec un encours de 45,9 millions en baisse de 500 000 euros et un taux moyen de 1,7%, dont 81% en taux fixe. Et pour terminer, vous avez le tableau comparatif budget par budget annexe en matière d'investissement, avec une dépense totale de 22,5 millions et des recettes de 11,9 millions en matière d'investissement. Voilà, Monsieur le Président, ce que l'on peut dire sur ces orientations budgétaires. Merci beaucoup, Jackie. Alors, la même chose que les précédents rapports, ça n'appelle pas de vote. En revanche, un débat, naturellement, peut s'ouvrir. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Guiton. Merci, Monsieur le Président. Bon,
Donc les responsabilités ont été données à chacun par le suffrage des municipales et celui communautaire. Donc bon, nous aviserons juste de donner quelques points et quelques avis, et bien sûr nous reviendrons beaucoup plus précisément, et je reviendrai plus précisément sur point par point lors du vote du budget. Donc tout simplement, évidemment, nous allons prendre en compte tout ce qui s'est passé, évidemment la crise sanitaire qui appelle pas seulement une baisse des recettes, mais aussi à une augmentation des dépenses. Donc évidemment, nous serons, on va dire, voilà, assez lucides sur ce point et assez tolérants sur tout ce qui peut se passer. Donc vous nous avez présenté ce débat, enfin ces orientations budgétaires. J'ai envie de parler d'un premier point, c'est la paix fiscale. Nous pensons évidemment que c'est très important aujourd'hui, ça participe à la relance économique. La paix fiscale, alors oui, c'est pas évident, oui, on a un budget qui est très compliqué et qui va falloir évidemment restructurer, et on votera tout ce qui nous paraît dans le bon sens et qui vise à satisfaire l'intérêt général de tous nos administrés et de notre collectivité, de nos communes et des villes qui la constituent. Donc évidemment, nous vous accompagnerons là-dessus. Je pense qu'il va falloir vraiment prendre en compte cette baisse des dépenses et au niveau économique notamment, comme en fait une chance peut-être de pouvoir un petit peu restructurer, repenser notre collectivité. Parce que évidemment nous sommes dans une collectivité qui est un petit peu spécifique. Moi c'est la première fois que je siège dans ce type d'assemblée où est-ce qu'il y a finalement des élus ruraux avec des élus urbains, il y a des élus de l'exécutif avec des élus de l'opposition comme je le suis, et donc c'est pas évident. Il y a une sorte de configuration géographique qui est très spéciale, hein. Le but c'est pas aujourd'hui de débattre sur ce point de cette collectivité territoriale un petit peu spécifique, mais quand même. Donc voilà, nous allons appuyer et les points que je souhaiterais mettre en avant, ce serait quand même par rapport notamment au transport. Je pense qu'il y aura une orientation à avoir à accompagner les communes bien sûr, mais puisque la compétence est communautaire, notamment accompagner tous les transports en commun pour lutter contre la fraude et veiller bien sûr à améliorer la sécurité de chacun des usagers, car nous pensons que c'est un sujet qui est très important, qui n'est pas forcément abordé dans ce premier point, mais évidemment nous sommes ouverts et nous y reviendrons sur le budget, peut-être même en faisant des amendements et des propositions. Ensuite, évidemment, le rôle de Trois Champagne Métropole sera évidemment d'accompagner la relance économique comme il le peut. Et enfin, voilà, nous reviendrons sur le budget encore une fois point par point, mais veiller à vraiment bien dépenser les deniers publics et nos impôts, à ne pas donner à des associations qui ne le méritent pas, même si évidemment la majorité des associations qui touchent les subventions publiques le méritent, et il faudra accompagner le tout. Donc voilà, nous avons conscience que ce ne sera pas un budget comme les autres, que ce ne sera pas une année comme les autres évidemment, et donc nous allons être assez lucides sur ce point. Une petite question, si je peux me permettre, lorsque vous parlez d'équilibre des services communs, j'aimerais juste avoir un détail de ce que ça peut être. C'est peut-être un terme que je ne connais pas parce que c'est mon premier débat, mais voilà, juste une question. Merci. Merci. Merci, M. Guiton. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, M. Cordevin. Je veux bien dire un mot. Vous faites état donc de l'impact de la crise sanitaire dans le budget 2020 et les incidences sur celui de 2021. Elles sont réelles et il n'est pas question pour moi de les minimiser. Cela étant, elles ne peuvent pas non plus servir d'argument pour écarter des choix budgétaires qui sont au cœur des compétences d'une agglomération comme la nôtre et que l'urgence climatique nous impose. Alors, j'insiste dans le fil d'idées que j'ai développées dans le rapport précédent, mais je pense que l'on ne peut pas débattre d'orientation budgétaire et d'un plan climat qui tienne la route sans se pencher sérieusement sur la question des émissions de gaz à effet de serre et par conséquent sur la réduction du trafic routier urbain qui est responsable, on le sait tous, à lui seul de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et on ne peut faire autrement que d'observer qu'il y a des agglomérations de taille identique à la nôtre qui ont mis en œuvre avec succès des politiques de transport en commun où son libre accès permet une forte augmentation de sa fréquentation et une baisse de la circulation automobile. Dans le même ordre d'idées, d'ailleurs, la région Occitanie vient de décider de la gratuité du TER pour les 18-26 ans. C'est une mesure écologique qui permet de commencer à repenser la place de la voiture en ville, l'espace nécessaire au développement du réseau cyclable, l'élargissement des trottoirs et le verdissement des rues. Et je pense qu'il n'y a rien d'excessif
Monsieur le Président, dans cela. Tout le monde ici semble convaincu, d'après ce que j'ai entendu pour les intervenants, de l'urgence d'agir. Le rapport sur le développement durable l'atteste d'ailleurs, mais la population, et notamment les jeunes, attendent parfois avec anxiété de leurs élus qu'ils ou qu'elles prennent maintenant des décisions lisibles. Et nous pourrions avancer en ce sens en décidant le libre accès au transport en commun pour tous les scolaires et les étudiants. Si nous voulons changer les habitudes de déplacement en favorisant le recours au transport en commun, nous devons apporter la preuve, notamment à notre jeunesse, que cela n'est ni plus compliqué ni plus cher que la voiture. Nous devons faire aujourd'hui un premier pas vers la gratuité pour que le coût du transport ne soit plus un frein pour de nombreux jeunes. Et c'est aussi un choix en faveur du pouvoir d'achat des jeunes, fortement impacté par la crise sanitaire que nous traversons. Je pense que c'est une gratuité responsable, car elle est utile à toute la société. Voilà une question qui est là depuis un certain nombre d'années, mais qu'il nous faudra quand même débattre. Et à ce que j'entends, je participe aux commissions de développement durable. Je vois bien qu'il y a quand même un consensus autour de l'idée d'urgence qu'il y a à agir. Et donc, je pense qu'on devrait quand même finir par avancer un certain nombre d'idées et d'initiatives qui nous permettent d'être lisibles sur cette question. Merci. Olivier Girardin. Oui, Monsieur le Président, je vais m'exprimer. Je n'avais pas forcément prévu de le faire, mais l'interpellation de notre collègue Jean-Pierre Cornevin pose des débats dont j'ai été chargé par le bureau et par vous-même, Monsieur le Président, et qui sont des débats extrêmement, en effet, il a raison, importants. On a eu ces échanges et des échanges en commission mobilité, et j'ai souhaité, je le dis tranquillement, que tous les arguments puissent s'échanger. J'ai pour ma part aujourd'hui une conviction, c'est en effet une priorité et je crois qu'elle est partagée par l'ensemble du bureau. C'est que les mobilités, derrière les mobilités, on a des enjeux d'organisation de notre agglomération et de développement de notre agglomération, y compris en termes de qualité de vie et d'attractivité. Pour autant, j'ai le calme des vieilles troupes et c'est peut-être au bout d'une décennie d'exercice des responsabilités que je parle avec, si ce n'est de sagesse, au moins de modération. Je ne crois pas qu'il nous faille mener trop de débats en même temps. J'ai pour ma part, sur la question de la gratuité des transports, une position qui est une position variable selon les moments, les endroits et les temps auxquels nous sommes confrontés. Je dis les temps qui ne sont pas les moments parce qu'il y a des moments d'accélération, des histoires, où on pose des débats qu'on croyait inaccessibles 2 ans auparavant, mais il y a aussi des moments où c'est possible de le faire et d'autres où c'est quand même beaucoup plus compliqué. Sur cette question de la gratuité, j'ai déjà un sujet, moi, de principe sur le principe de la gratuité du service. Mais ce que je sais et ce que je retiens de ce que vient de dire M. Cornevin, c'est la question de la facilité. Ça, j'y crois, plus que la gratuité. Si aujourd'hui je devais prioriser, et je le fais devant vous du coup, en accélérant le calendrier de ma prise de parole, mais après tout, il ne s'agit pas de ne pas répondre et de ne pas échanger. Le premier sujet pour moi qui doit être pensé, c'est en termes d'alternative au déplacement urbain en voiture. Quelle possibilité de choix offrons-nous à la population? On le regarde et on le voit, des collègues que je connais parfaitement, maires et présidents d'agglomérations très importantes, ont en tête qu'un jour il faudra peut-être passer à la gratuité. Mais ils commencent modérato. Et ce n'est pas en ce moment, et au regard des enjeux qui sont posés, y compris à l'ensemble de toutes les agglomérations et toutes les régions, que la gratuité se fait du jour au lendemain. Et je n'aimerais pas que toutes les questions que nous avons à nous poser sur l'organisation de notre vie et des mobilités se résument à cet affrontement qui serait une espèce d'étendard de chiffon rouge, si je peux m'exprimer ainsi, en totale
respect de la mémoire ouvrière que je défends aussi, un chiffon qui serait agité pour dire c'est ça ou rien. Je ne crois pas qu'il soit ici question de ça ou rien. Je me pose et je pose en commission, il m'en sera peut-être fait non pas grief mais plutôt donner quitus, je pense qu'il ne faut aujourd'hui nous interdire aucun débat sur ces questions de mobilité. J'y ajoute un codicile qui est que, au regard de ce que je viens d'indiquer, je ne proposerai pas, ni à la Commission ni au Bureau, d'aller vers la gratuité aujourd'hui des transports en commun. Je pense que ce serait une erreur de braquet, mais j'essaierai, et on verra quelles propositions peuvent être éventuellement entendues et mises en œuvre, j'essaierai de faire en sorte de mettre le débat de la mobilité dans notre agglomération au niveau où il me semble devoir être porté et au regard des enjeux qu'il y a derrière. Je parlais de vie quotidienne, je parlais d'égalité sur le territoire entre les ruraux et les urbains, je parle aussi d'attractivité de notre territoire et de qualité de vie. Voilà là où je pense qu'il faut situer nos échanges. Et sur la question de la gratuité, je ne proposerai pas que nous menions la mère des batailles dans les mois, voire les années qui viennent. Merci beaucoup, monsieur le maire. Y a-t-il d'autres prises de parole à ce stade, sachant que ça a été évoqué, le texte essentiel sera présenté dans quelques semaines sur les arbitrages budgétaires secteur par secteur. Voilà, monsieur Cornevin, vous souhaitez reprendre la parole? Simplement, oui, de toute façon, je ne peux pas répondre forcément à Olivier, mais simplement lui préciser qu'il ne s'agit pas pour moi d'une question d'étendard, mais d'intérêt général. Et j'observe ce qui se passe ailleurs, donc peut-être, mais bon, il n'est pas question d'asséner non plus des idées. Il me connaît, je suis quand même quelqu'un de très tolérant, je suis capable de débattre, d'écouter les arguments des uns et des autres, seulement j'observe, mais ça c'est... Les faits sont là, que ça se passe dans un certain nombre d'agglomérations. Donc si on veut poursuivre le débat sans le fermer, on peut peut-être avoir une étude qui nous explique un petit peu comment ça se passe dans les autres agglomérations. Voilà, on aurait des arguments réels, concrets, sur lesquels on pourrait fonder, pour le coup, une opinion, voilà, sans qu'il y ait aucun étendard de lever. Merci. Monsieur Hennequin. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec toi, Olivier, pour la gratuité des transports en commun. Il ne faut pas la mettre en place tout de suite, mais il va quand même falloir penser à la jeunesse sacrifiée qui n'a pas pu avoir de job étudiant, de job d'été, de job tout court pour pouvoir payer ses études, de pouvoir déjà aller au moins au job qu'il pourrait avoir. Je pense qu'on pourrait quand même étudier le fait qu'on peut faire un effort aussi pour les étudiants qui font des longues études et qui n'ont pas encore le permis de conduire et qui malheureusement ont été sacrifiés le fait de ne pas avoir de job aussi. Merci beaucoup. Madame Berry. Oui, je voulais intervenir par rapport aux dépenses sur 2021 et celles qui vont être projetées sur les années suivantes. Alors autant sur la crise sanitaire, je vous rejoins, effectivement il y avait des dépenses qui étaient difficilement prévisibles, envisageables. Moi je voudrais faire une parenthèse sur la TGAP. Je voudrais savoir pendant combien de temps la collectivité va pouvoir absorber la hausse comme cette année, en sachant qu'elle a quasiment doublé sur 2021, et qu'elle va doubler en tout cas sur les 5 prochaines années, et qu'il y a une hausse conséquente sur 2021. Comment vous comptez le budgétiser? Comment vous comptez finalement anticiper cette hausse? Est-ce que la collectivité va supporter ce choix pour l'incinérateur, dont on a déjà et on sait déjà que l'augmentation va perdurer sur les 5 prochaines années? Merci madame. Valérie Bazin-Malgras? Non? C'est fini? Bien, Jackie? Oui, alors en réponse à M. Guiton, oui, on s'efforce de réduire les dépenses de fonctionnement justement pour pouvoir investir et être présent au rendez-vous de la relance économique. On y est très sensible et c'est pour ça qu'on demande des efforts à tout le monde. Concernant les services mutualisés, les services communs, c'est les services mutualisés pour les communes. Il y a la fourrière animale, il y a l'ADS, le droit du sol, l'administration du droit du sol, c'est les permis de construire, les certificats d'urbanisme, c'est un service qui est apporté aux communes. Le conseil en énergie partagée,
hein. On va vers les communes pour leur proposer ce service afin de leur faire des économies d'énergie. Et puis il y a aussi une réflexion sur le centre de supervision urbain, mais là c'est une compétence et c'est un peu différent. Donc ce sont ces services qui sont déficitaires et qui n'ont pas vocation à être déficitaires, puisque c'est par définition des services mutualisés, et toutes les communes n'y ont pas accès ou ne souhaitent pas y avoir accès. Voilà. Pour l'absorption de la TGAP, alors je ne sais pas si Christian Branle ou Christian Blasson aussi pourront compléter, mais vous allez avoir les explications sur le sujet. Christian. Oui, Président, effectivement, on subit tous une hausse de la TGAP, hein, qui va passer de 30 € cette année, qui était à 15 l'année passée, et 65 € en 2025. C'est considérable. Quand on fait le compte sur 76 000 tonnes, c'est un coût très, très important pour les collectivités. Et de surcroît, la valorisation des matériaux, en tout cas la vente des matériaux, a baissé considérablement. C'était 1,5 million au niveau du ZEDA en 2020 et c'est 500 000 € de moins, c'est-à-dire le verre, le carton, les journaux sont repris à un prix beaucoup moins élevé qu'il ne l'était autrefois. Cela veut donc dire qu'il va falloir faire des efforts considérables sur notre tonnage, notamment les biodéchets qu'il va falloir enlever, c'est 25% des 76 000 tonnes. Donc il va y avoir... D'ailleurs, la loi va nous inciter à le faire, puisque fin 2023, un tri devra être fait des biodéchets dans les ordures ménagères. La TGAP, je dirais, ne plus enfouir, et les solutions alternatives avec cette UVE qui arrive et qui propose une TGAP beaucoup moins élevée, nous permettra de diminuer, en tout cas les coûts. On sait que diminuer nos volumes, c'est un incontournable, et là l'ensemble des collectivités va devoir se mobiliser. Donc des volumes moins importants, une TGAP beaucoup moins élevée, puisqu'il se profile une TGAP à 8 €, puisqu'on valorise le traitement des déchets. Mais effectivement, l'eau, les déchets, les assainissements, l'eau pluviale, tout cela va amener des charges supplémentaires aux collectivités, et on ne peut pas aujourd'hui parler de diminution de coûts, ça serait une erreur, mais de limiter les coûts grâce à cette gestion des déchets qu'il va falloir améliorer au fil du temps. Mais je crois que l'ensemble des acteurs sont mobilisés pour faire en sorte que ces coûts supplémentaires soient supportables, entre guillemets, et évidemment que pour l'environnement, les déchets ne soient plus enfouis à terme. Merci. Christian Blasson. Oui, je rejoins Christian de ce qu'il vient de dire au sujet du syndicat. Moi, je parlerai de la collecte. Donc, il y a une commission qui va se monter pour le PLPDMA, pour des orientations pour diminuer les déchets, parce que le but, c'est ce que l'État nous demande d'ailleurs, c'est de baisser de 20% nos déchets ménagers. Donc, le coût, évidemment, il ne va pas baisser, hein, c'est sûr, mais comme la TGAP, comme le dit Christian, elle augmente. Et pour réussir à ne pas faire augmenter trop les prix, ou au moins stagner, il va falloir baisser nos déchets de 20 à 25%. C'est un dur combat qu'on va mener, mais il va falloir le faire, et c'est sûr qu'il va falloir trouver des solutions. Absolument. Jackie, sur les autres points. Non, Jean-Pierre Abel aurait pu compléter, effectivement. La hausse de la TGAP, qui est très importante, hein, elle est largement compensée par le fait de passer avec l'UVE, hein, en valorisation énergétique. Mais effectivement, ça débouche quand même sur une hausse qui sera inévitable dans les 2-3 années qui viennent, d'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, hein, de l'ordre de 1 ou 2%. C'est les premières estimations que l'on a eues. Donc on peut commencer à préparer les esprits qu'on va devoir augmenter. C'est un service qui doit s'équilibrer, donc il ne doit pas être déficitaire, il ne doit pas non plus être bénéficiaire, mais doit s'équilibrer, donc il faut s'attendre effectivement à une hausse malgré tout de cette taxe. Olivier. Oui, je vous assure, à chaque fois que je le vois, ça me traumatise. Mais c'est pas de l'UVE dont je vais vous parler. C'est non seulement Godzilla, mais c'est Godzilla et ses enfants. C'est un truc de dingue. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je voulais quand même dire que puisque nous allons au regard des normes qui sont aujourd'hui européennes,
avoir à trier nos biodéchets. Évidemment, puisque ça représente à peu près entre 20 et 30%, et je suis gentil, on va forcément mécaniquement réduire les ordures ménagères qui ne sont pas triées, c'est-à-dire les OMA, je crois. Donc, le but d'aller vers les 20% de réduction, ça va être assez mécanique, de fait. Voilà. Donc, les efforts sont à conduire au-delà des 20%. Merci. S'il vous Oui. plaît. Oui, justement, sur le même sujet, très rapidement. Nous sommes en train de travailler à TCM sur un système, enfin une organisation de prévention des déchets, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça va nécessiter un investissement, des services, une structure, des compétences, et je souhaite que la situation budgétaire actuelle et les répercussions de la crise que l'on vit ne vont pas mettre en difficulté ce projet, dont la solution est incontournable, mais où on va devoir prendre des décisions qui seront plus ou moins coûteuses selon le type de... Par exemple, sur la réduction, sur la tarification incitative, on va devoir prendre des décisions qui auront un impact budgétaire certain. Il ne faudrait pas que cette dimension-là, qui semble très importante, en pâtisse. Absolument. Tous ces points qui sont soulevés sont vraiment des points importants dans un débat qui est tout sauf médiocre, puisqu'il écrit l'avenir de notre quotidien. On est dans une période, au fond, quelques mois se sont écoulés depuis notre installation, où on commence à faire une évaluation des comptes de la réalité de l'impact de la phase 1 et 2 du Covid. On le voit, on le lit dès à présent sur nos comptes. Et si on veut se mettre en situation pour la deuxième partie du mandat communautaire, donc de nos mandats municipaux, d'avoir une marge de manœuvre, d'être à la hauteur des enjeux, d'avoir écrit une belle histoire d'une stratégie territoriale, de l'avoir intégrée dans un plan d'action communautaire qui correspond aux priorités qu'on aura fixées, on est dans l'obligation, et c'est pour cela que je soutiens pleinement les propositions formulées par Jacques Hiraguin, de bien cadrer l'évaluation de la protection de nos moyens sur le plan de l'autofinancement et de fixer une méthode qui est assez exigeante. C'est ça qui est proposé à travers ces orientations budgétaires, qui sont plus visibles dans la présentation budgétaire, assez rigoureux sur les 2 premières années et qui permettront d'atteindre tous les objectifs. La dimension environnementale et la stratégie du territoire intégrant toute la problématique des mobilités en une seule et même réflexion fait partie des priorités de ce plan. C'est incontestable et de ce mandat. On ne peut plus fonctionner en silo. On ne peut pas dire, tiens, d'un côté on a l'eau, de l'autre on a les ordures, puis on a les déchets verts, puis on aura les déchets ultimes, puis au milieu, sur les mobilités, on va parler des transports d'un côté, puis de la voiture de l'autre, puis du stationnement à un troisième endroit, et puis du vélo. Puis à l'intérieur du vélo, on va parler du vélo travail, puis du vélo loisir, puis du vélo famille. Bref, tout cela doit être dans une approche globale, et ça vous sera proposé. Et évidemment, libre à vous de participer à toutes ces commissions. On peut aller d'une commission à une autre, même si on n'appartient pas automatiquement à cette commission. On a la possibilité d'apporter ses contributions, et les présidents de commission sont aussi là pour synthétiser et résumer toutes les propositions. Et nos rendez-vous sont assez simples. On aura un avant l'été de mise en perspective d'une réflexion qui ne sera pas stabilisée, et à l'automne d'un vote et d'une stratégie sur les 5 ans du mandat communautaire, et évidemment se mettre en perspective que sur les 5 ans, on travaille en réalité sur les 10 ans qui viennent. Donc je voudrais aussi dire, en m'appuyant sur ces débats qui sont de qualité, que nous écrivons à travers les outils budgétaires l'histoire de l'identité du territoire sur tous ces sujets. S'il n'y a pas d'autres interventions, en remerciant Jackie de son travail, avec évidemment la bonne volonté de tous les autres présidents de commission et en lien avec chacune et chacun d'entre vous, puisque ça n'appelle pas de vote, je propose de passer la parole à Ombline Lequien, notre secrétaire de séance, pour la présentation du rapport numéro 4. Merci, Monsieur le Président. Il vous est proposé d'approuver l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des bailleurs sociaux propriétaires de logements en quartier prioritaire de la politique de la ville pour la période 2019-2022. L'abattement de 30% de leur imposition doit leur permettre de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des quartiers prioritaires qu'ils ne seraient pas en mesure d'absorber et qui pèseraient trop lourdement sur les charges des locataires. Pour information, sur le territoire de l'agglomération de Troyes Champagne Métropole, le dispositif concerne dorénavant 2 bailleurs sociaux. 3 Aube Habitat avec 5 853 logements en QPV
pour un montant d'exonération de 890 000 € environ. Montlogis avec 3 224 logements en QPV, et ce qui représente environ 607 000 € d'exonération. En compensation de cet abattement, les 2 bailleurs sociaux, en accord avec les 5 communes concernées, proposent leur programme d'action pour 2021. Une annexe complémentaire a été déposée sur le CLOUD spécifiquement pour la programmation de Montlogis ayant trait aux opérations sur la ville de Troyes. Il vous est proposé de valider et d'en autoriser le président ou son représentant légal à signer. Merci beaucoup, Omblin. Y a-t-il des questions? Oui, M. Cornevin. Non, je réitère simplement une demande qui est pourtant largement partagée. Nous avons besoin d'investir dans l'humain, notamment dans les quartiers. Et il faut que les bailleurs sociaux embauchent des gardiens d'immeubles qui rendent des services à la population, qui tissent du lien social. Et au final, ça coûte moins cher que les caméras dont on nous inonde. Donc voilà, je saisis l'occasion à travers ce dossier pour réitérer cette demande. Merci. Pas d'autres interventions. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Olivier Duquesnoy, le rapport numéro 5, les espaces France Service. Oui, merci Monsieur le Président. Comme évoqué par Jackie lors du débat d'orientation budgétaire, il vous est demandé en fait d'approuver l'ouverture d'un nouveau guichet unique à Lusigny-sur-Marne et de solliciter les services de l'État pour obtenir la labellisation France Service et un financement à hauteur de 30 000 €. Ce nouvel espace complète le maillage territorial que nous avons déjà de proximité au centre-bourg en proposant une offre de services équilibrée sur l'ensemble du territoire de Troyes-Champagne Métropole. Par ailleurs, on vous propose aussi de répondre à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ANCT dans le cadre du plan de relance économique en candidatant pour l'accueil d'un conseiller numérique financé, lui, par l'État à hauteur de 50 000 € sur 24 mois. Donc le coût de fonctionnement de ce projet est de 104 600 €, les recettes attendues de 55 000, ce qui fait un reste à charge pour la collectivité de 49 600 €, et un coût d'investissement de 23 200 €. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Madame Zajac. Merci, Monsieur le Président. Les politiques de baisse de dépenses publiques, de casse des services publics organisées depuis 30 ans ont des effets dévastateurs sur nos sociétés, les collectivités et tout particulièrement les publics les plus vulnérables. C'est bien les couches les populaires et les couches moyennes qui paient l'addition car les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Dans ce contexte, donc, qui n'est malheureusement pas nouveau de casse des services publics, de disparition des services publics de proximité, principalement dans les territoires ruraux, le gouvernement a décidé la mise en place de réseau France Service au motif de rapprocher le service public des usagers, d'améliorer sa convivialité en s'appuyant notamment sur Internet tout en garantissant sa qualité quel que soit le lieu en France. Alors, ce n'est pas une blague, l'État supprime les services publics et propose, enfin impose, la création des maisons de services publics, puis des espaces services publics, mais avec une participation financière de la collectivité. Comme il a été dit, le rapport précise dans le budget prévisionnel, cet espace pour Lusigny, c'est 49 600 € de fonctionnement et 23 200 € en investissement. Je suis bien sûr pour que le service public existe dans une collectivité, mais je m'abstiendrai sur le principe même de suppression des services publics de l'État et de désengagement en direction de la collectivité. Je vous remercie. Merci Madame. Y a-t-il d'autres interventions? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode en réalité, je veux vous dire, parce que c'est pas par une abstention sur un sujet que nous portons, qui fait partie du pacte fondateur qui nous unit, qui définit des objectifs en partage, qui est de réinstaller justement des services publics, que vous atteignez votre cible, par ailleurs pas illégitime, de dénoncer la politique de réduction de l'application financière de l'État à l'égard des collectivités locales, qui a pour conséquence un affaiblissement de l'investissement et un effacement progressif de certains services publics. On l'a en partage, mais j'essaie de vous convaincre. Je sais que je n'y parviendrai pas.
Mais en réponse à votre intervention, je me dis, je regrette votre abstention et je pense qu'on serait plus fort naturellement avec un vote unanime sur un sujet de cette nature, justement dans nos discussions partagées et communes face à l'État. Je mets aux voix à présent ce rapport pour, contre, abstention. C'est adopté. Annie Duchesne, pour l'assainissement. Monsieur le Président, chers collègues, travaux de mise en séparatif d'un réseau unitaire en propriété privée. Trois-Champagne Métropole souhaite lancer sur le territoire de la Chapelle-Saint-Luc un programme de mise en séparatif du réseau unitaire existant. Ces travaux visent notamment à réduire la pollution des milieux naturels par les eaux usées non traitées lors de surverses en cas d'orage. Une première phase de ces travaux de mise en séparatif a été réalisée sur la commune de Troyes. Il s'agit ici d'entamer la deuxième phase du projet. Cette nouvelle phase de travaux concerne les rues Jules Ferry et Danton à la Chapelle-Saint-Luc et constituera en la pose de nouveaux réseaux sur un linéaire de 500 mètres pour un montant estimé à 1 663 000 € hors taxes, étant précisé que le coût résiduel des travaux à la charge de Trois-Champagne Métropole sera financé par des travaux à la charge. Le montant des travaux estimé à 1 663 000 € étant précisé que le coût résiduel des travaux à la charge de Trois-Champagne Métropole sera financé par les économies réalisées sur l'énergie des postes de relèvement ainsi que sur les coûts de traitement de la station d'épuration de Barberet. Il est donc proposé d'approuver la réalisation et la mise en charge de travaux de mise en séparatif d'un réseau unitaire en propriété privée sur la commune de la Chapelle-Saint-Luc. Merci beaucoup, chère Annie. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Il nous reste quelques points dans l'administration générale. Bertrand Chevalier, vous lui posé une question. Oui, Monsieur le Président, nous sommes quelques élus à vouloir porter à connaissance du Conseil communautaire la situation des gens du voyage sur le parc du Grand Troyes. Nous sommes intervenus avec Yves, avec Arnaud Magloire au dernier bureau. On voudrait vraiment profiter de cette soirée pour relayer auprès de Monsieur le Préfet l'importance de son intervention dans cette situation. Je pense que ici, il serait bon que tout le monde soit bien informé de la politique assez vertueuse que notre agglomération a eue depuis de nombreuses années auprès de cette communauté, mais leur implantation sur le parc du Grand Troyes, à un moment où les esprits sont relativement tendus liés à la situation, en particulier sanitaire, à un moment où notre agglomération, malgré le contexte morose dans lequel on peut les uns les autres être à des projets. Nous allons recevoir dans quelques jours 2 ou 3 prospects d'entreprises venant de l'extérieur. C'est pas un moment où on veut faire de la pub, mais c'est juste que chacun se mette bien en situation de se dire quelle est l'image aujourd'hui qu'on veut donner notre agglomération, quelle cohabitation quelque part on veut sur ce territoire entre à la fois les riverains, je parle sous contrôle évidemment d'Arnaud, de Yves qui suit ce dossier avec beaucoup d'attention, avec les riverains, avec les entreprises, la pression monte vraiment et il est important qu'on trouve rapidement une solution. Merci beaucoup. Alors, c'est pas tout à fait une question, mais c'est l'expression d'un relais, d'un sentiment partagé par tous. Je le dis pour les membres de notre conseil, nous avons abordé ce sujet avec beaucoup de détermination et beaucoup de fermeté. Et je parle sous le contrôle d'Yvraine, qui suit avec expérience ce sujet. Je suis moi-même intervenu auprès de Monsieur le Préfet. J'ai réitéré cette intervention. Je souhaite vraiment de la fermeté, et nous souhaitons de la fermeté, tout simplement parce que nous souhaitons le respect de l'état de droit. Et l'état de droit nous a imposé un certain nombre d'obligations légales que nous avons toujours respectées dans l'agglomération. Nous sommes même allés au-delà. Les anciens membres ou les maires qui ont une certaine expérience savent que nous avons, avec Thierry Blasco à l'époque, beaucoup travaillé sur le sujet,
avec une vraie empathie, une vraie attention singulière sur la nature particulière des besoins exprimés par une communauté de personnes qui vivent dans une logique de déplacement. Elles peuvent parfois se sédentariser, mais elles sont dans une logique de déplacement. C'est un mode de vie qu'il convient de respecter, pour lequel il convient d'être attentif. Mais une fois que nous avons respecté les cadres généraux fixés par le législateur, on doit être dans la fermeté. Et toute faiblesse est interprétée comme une baisse d'autorité. Et c'est pas l'autorité de l'État qui est affaiblie dans celle-ci, c'est l'autorité collective de toute la puissance publique, y compris la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons saisi l'autorité judiciaire. Nous attendons une décision de justice, puisque la préfecture souhaite une décision de justice pour intervenir, même si la logique administrative lui permettrait d'intervenir. C'est un choix, nous le respectons. Mais à partir du moment où l'autorité judiciaire aura fait connaître ce que le droit peut faire valoir, c'est-à-dire le déplacement de gens qui occupent sans droit ni titre et de manière tout à fait illégale un espace public créant des dommages évidemment d'image, une gêne naturellement pour les riverains, une impossibilité pour le développement économique, et la logique de cette période nous amène à être très attentifs. Nous souhaitons l'application du droit, nous souhaitons l'application de la loi, et nous la souhaitons avec fermeté, avec humanité, mais avec fermeté. Maintenant, le préfet doit prendre ses responsabilités sur ce sujet. Sur l'administration générale, le rapport numéro 7, Fadi Dadou. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. À l'instar de l'ensemble des actions mises en œuvre depuis un an pour apporter leur aide financière, logistique, administrative et matérielle, ainsi que technique aux côtés de l'État en charge de la politique nationale de la santé publique, la ville de Troyes et TCM ont souhaité apporter un nouveau soutien pour la politique des tests et de vaccination. L'ex-magasin Lidl, qui est situé avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, propriété de la ville de Troyes, a ainsi été équipé et organisé en centre destiné à la réalisation des tests et de vaccination à destination des patients de tout le territoire, et singulièrement du fait de la proximité géographique des Troyens et des habitants de l'agglomération. Ce concours de la ville de Troyes et de Troyes-Champagne Métropole a pour objectif permanent de garantir la santé et la sécurité des Troyens et des habitants de l'agglo en facilitant leurs conditions d'accès aux tests et à la vaccination. Il a été donc convenu avec l'ensemble des acteurs de cette politique de santé publique d'établir une convention de partenariat retraçant les obligations et engagements de chacun et d'assumer chacun pour sa partie les coûts directs et indirects en résultat. C'est l'objet de la convention de partenariat ainsi annexée qui vous a été proposée. Il vous est donc proposé d'approuver les conclusions de cette convention et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la dite convention, ainsi que tout acte administratif, juridique, technique ou financier nécessaire à cette mise en œuvre. Merci beaucoup. Merci Fadi. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Jackie Raguin, le rapport numéro 8. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais vous proposer que nous adhérions au groupement d'intérêt public Maison Grand Est Europe. C'est une initiative de la région qui avait constaté que nous mobilisions insuffisamment les fonds européens. L'idée est donc de créer un bureau d'environ 8 personnes à Bruxelles pour faire principalement du lobbying, pour aller chercher un maximum de subventions, mais également pour former ses membres sur le fonctionnement de l'Union européenne, les informer sur les politiques européennes et opportunités, valoriser les atouts du territoire. Les membres seraient les collectivités territoriales, la région Grand Est qui est bien sûr à l'initiative, les départements et les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ensuite, les chambres consulaires, la chambre d'agriculture, la chambre régionale de métiers et d'artisanat et la chambre de commerce et d'industrie, ainsi que les universités. Pratiquement tous les départements et communautés d'agglomération ont déjà confirmé leur adhésion. C'est le cas pour le département de l'Aube, mais également pour 2 universités de l'Aube, l'UTT et l'URCA. 6 groupes de travail thématiques sont constitués, dans lesquels nous pourrons participer. Ils sont la transition énergétique, la transition numérique, les enjeux urbains et rayonnement, les enjeux ruraux et bioéconomie, santé et sociale, transport et véhicules de demain. Concernant le budget, le coût global est d'environ 800 000 €, pris en charge pour moitié par la région et le reste par les autres adhérents. La cotisation pour Troyes-Champagne Métropole serait de 12 000 € par an, mais elle sera largement compensée par les financements obtenus via ce groupement. Actuellement, nous sollicitons très peu les financements européens et c'est souvent dans la présentation d'un dossier
que celui-ci devient éligible à des fonds que nous ne soupçonnions même pas. C'est une opportunité réelle de coopération pour TCM au niveau régional et européen et le moyen d'optimiser nos ressources et financements. Pour conclure, je dirais qu'il faut savoir semer pour récolter. Bien. Merci Jackie. Y a-t-il des questions? Il nous appartient également de proposer la... Monsieur Cornevin, évidemment, je devrais y penser. Je veux simplement donner mon avis, parce que je pense que consacrer de l'argent public à ce type de structure, c'est sans doute dans l'air du temps, mais à l'heure de la mise en concurrence des territoires qui se battent pour récupérer quelques subsides de l'Union européenne, mais je pense que ça n'a rien de souhaitable pour qui refuse cette mise en concurrence des collectivités entre elles et qui, comme je le suis, fondamentalement opposé au lobbying, qui est monnaie courante avec la Commission européenne. On le dit carrément dans le texte, donc je m'abstiendrai sur ce rapport. Merci. D'autres questions, interventions? Il n'y en a pas, et il nous appartient également de désigner un candidat pour le poste de titulaire et un candidat pour le poste de suppléant. Je vous propose Jackie Raguin comme titulaire et Catherine Ledouble comme suppléante à l'Assemblée générale du GIP. Je mets aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? L'abstention, c'est adopté. Marc Sébéran, le rapport numéro 9. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il s'agit d'un rapport sur une convention relative au dépôt des archives de Trois-Champagne Métropole aux archives départementales de l'Aube. Trois-Champagne Métropole est une jeune collectivité, évidemment en comparaison par rapport aux communes qui ont souvent une existence plusieurs fois centenaire. Néanmoins, elle possède des archives, et ces archives sont en forte croissance. Alors actuellement, les archives ne sont pas conservées dans les conditions optimales. Dans les conditions de conservation, dans les conditions d'espace disponible et dans les conditions d'exploitation. D'où la proposition qui est faite dans ce rapport de dépôt des archives aux archives départementales de l'Aube. Et vous le savez, les archives départementales de l'Aube possèdent à la fois espace disponible, compétences et technicité. C'est pour ça que l'on vous propose ce rapport avec un avantage évident, des conditions de conservation qui seraient maximales, des conditions d'exploitation et de valorisation à travers des expositions et à travers, quelque part, ce dossier serait un dossier que l'on peut dire exemplaire, car ce serait aussi la première fois en France qu'il y aurait cette convention de mutualisation entre les services de collectivité et des départements. Donc, à ce titre, vous avez évidemment toutes les modalités pratiques de la convention en annexe du rapport. Merci beaucoup, Marc. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Jean-François Rezlinski, le rapport numéro 10. Il s'agit de la politique des ressources humaines à l'intérieur de notre structure. Oui, merci Monsieur le Président. Donc rapport numéro 10, un rapport en 5 points. Premier point concerne la modification du tableau des effectifs. Il reprend la création et la suppression des emplois, donc tout est récapitulé dans le tableau que vous avez dans votre rapport, dont 2 recrutements sont ouverts aux agents contractuels en tant que chargés de mission, relations et information des communes et référents de territoire. L'écart de 4 créations de postes s'explique par l'extension du réseau labellisé France Service sur le territoire de l'agglomération, comme ça a été présenté tout à l'heure par notre collègue Olivier Duquesnoy. Donc je rappelle, nous avons 3 postes d'animateurs Maison France Service, 2 agents qui sont nécessaires pour l'ouverture d'une 3e maison à Lusigny-sur-Barse et une sur le site d'Estissac afin de pérenniser l'emploi d'un agent actuellement sous contrat. Et comme ça a été dit également tout à l'heure, nous bénéficions donc d'une participation de l'État à hauteur de 30 000 € annuels par Maison France Service.
et donc un poste de conseiller numérique subventionné également par l'État qui viendrait initier une démarche d'inclusion numérique au sein des maisons France Service, avec là aussi une participation financière de 50 000 € sur 24 mois. Le point numéro 2, donc il s'agit d'une convention de mise à disposition de services entre la communauté d'agglomération de Troyes-Champagne Métropole et le syndicat mixte du pôle métropolitain Bourgogne-Sud, Champagne, Porte de Paris. Il est proposé que la communauté d'agglomération de TCM mette à disposition du pôle métropolitain Bourgogne-Sud, Champagne, Porte de Paris des services, des moyens et des locaux dans le cadre d'une convention de services partagés visant à en définir les modalités juridiques et financières. Le point numéro 3, convention de mise à disposition individuelle d'un fonctionnaire de Troyes-Champagne Métropole auprès du conseil départemental de l'Aube, dans le cadre des modalités de dépôt des archives communautaires définies par la convention avec le département, ce qui fait suite au rapport qui vient d'être présenté par notre collègue Marc Sébéran. Enfin, le point 4, processus continu de mutualisation entre la ville de Troyes et la communauté d'agglomération de Troyes-Champagne Métropole. La convention adoptée en 2015 arrivant à échéance, il vous est proposé donc de renouveler pour une année donc cette convention qui fixe les conditions financières et juridiques dans lesquelles les services communautaires et municipaux interviennent dans le cadre du processus continu de mutualisation entre la ville-centre et l'agglomération, donc au cours de l'année 2021. Le point 5 donc, concerne les modalités de règlement des frais occasionnés par l'exercice des missions de la présidente du Conseil local de développement durable de Troyes-Champagne Métropole, qui est une collaboratrice bénévole. Donc, il vous est proposé d'approuver la prise en charge directe ou le remboursement des frais réels engagés par Madame la Présidente dans le cadre de ces missions. Merci beaucoup, Jean-François. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. François Mandelli, le rapport numéro 11. Merci, Monsieur le Président. Il est proposé d'approuver 2 conventions de groupement de commandes. Le premier concerne l'achat du papier entre la ville de Troyes et Troyes-Champagne Métropole. Il est précisé que ce groupement est étroitement lié à la convention de services partagés et qu'un achat groupé adapté sera proposé aux autres communes de l'agglomération qui le souhaiteraient. La seconde convention concerne des prestations de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux visant à moderniser les installations de chauffage, d'eau chaude, sanitaire, de traitement d'air, de ventilation et de rafraîchissement des locaux. Et vous avez tous les détails dans le rapport. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix pour, contre, abstention. C'est adopté. Enfin, vous avez été destinataire du compte-rendu des décisions prises au nom du Conseil communautaire. Ça n'appelle pas de vote. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Ben voilà, nous avons terminé notre conseil. Je vous en remercie. La séance prochaine sera forcément évidemment plus longue puisque nous rentrerons dans le détail des choix budgétaires qui vous seront proposés. La séance est levée. Bonne soirée à tous. Prenez bien soin de vous et puis bon retour chez vous.